Bienvenue sur SportMed TV pour ce podcast qui se décomposera en trois parties. Nous allons tout d'abord revenir sur cette OM-PSG de dimanche en compagnie de Kevin et Boris. Nous aborderons ensuite la rencontre de ce mercredi soir, OM-Nice, match à rejouer suite aux incidents du 22 août à l'Alliance Riviera. Puis enfin, on parlera un peu sécurité dans et autour des stades en compagnie de Pilou, ancien CRS. Nous nous sommes d'ailleurs rapprochés des dirigeants de l'Olympique de Marseille qui nous ont donné leur point de vue sur les incidents qui ont émaillé le Classico de dimanche. Allez, c'est parti. Kevin, Boris, c'est à vous. Petit flashback sur cet OM-PSG de dimanche. Bon ou mauvais point? On attendait ce classico avec impatience, on va pas se mentir, comme chacun d'entre nous, voilà, supporter de l'OM. En plus, on en a fait beaucoup, un petit peu avant le match. Pas de victoire du club face au Paris Saint-Germain au Vélodrome depuis maintenant 10 ans, si je dis pas de bêtises. Euh, il y avait de l'ambiance, il y avait, bon, on y reviendra par la suite, des ressentis différents à ce niveau-là, au niveau de l'ambiance dans le stade, mais bon, j'ai cru comprendre que c'était quand même unanime, la presse étrangère, etc. Mais moi, mon sentiment sur le contenu du match, j'ai été plutôt déçu. Moi, très honnêtement, je me suis presque ennuyé devant ce classico. Très honnêtement, j'ai pas vu tant d'occasions, tant de jeux développés. Je pense que l'une et l'autre équipe se sont tout doucement, les minutes défilant, contentées, voilà, de ce partage de points. Et moi, pour un classico, et en tant que supporter de l'OM, ça m'a un petit peu déçu, voilà, du comportement général des Marseillais sur cette deuxième mi-temps, avec en plus des circonstances de jeu qui leur étaient favorables. Et j'espérais qu'il y ait un petit peu moins de prudence, comme on a pu le voir dès le début du match, et que l'équipe se laisse un petit peu aller avec cette ambiance dans les tribunes, ce public qui n'attendait à mon avis qu'une chose, c'est que ça pousse. Mais moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai pas senti un OM conquérant, vaillant et courageux, oui, mais j'ai pas senti un OM conquérant. Il faut quand même bien remettre les choses dans son contexte. On joue le PSG de Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria et tout le reste. Paris, c'est 2 années consécutives dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Paris s'est invaincu au Vélodrome depuis 10 ans. Paris a joué mardi, l'OM a joué jeudi en déplacement. Donc déjà, voilà, hein, on est quand même, c'est David contre Goliath, hein, ce match, il faut pas se mentir. Plus, un OM nouveau. Sur les 11 titulaires, on a quand même 5 nouveaux joueurs, soit quasiment la moitié de l'équipe. Et je trouve que cette nouvelle équipe a fait honneur au maillot, a tout donné, a été courageuse, n'a pas tremblé. Je pense que Sampaoli a joué avec ses idées, avec le même schéma tactique. S'est créé des occasions, un but hors jeu. Moi personnellement, je me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé, j'y ai cru jusqu'à la fin parce qu'à partir du moment qu'on a joué à 11 contre 10, on s'est vraiment installé dans leur camp et on a imposé notre jeu, on a tourné autour de la défense. Alors certes, c'est vrai que, techniquement, ça a manqué de justesse, mais on ne peut pas reprocher non plus, à des Conrad de la Fuente, à des Under, à Payet qui a été un petit peu moins bon que je trouve que d'habitude. Il a eu énormément de coups de pied arrêtés et que ce soit des corners ou des coups francs, plein axe, qui ont pas été bien exécutés. Voilà, c'est là où je vais mettre mon petit bémol. Mais après, voilà, on n'a pas non plus un effectif, pour, pour renverser non plus ce PSG-là. Alors certes, sur un match, oui, on sait que tout est possible, mais après, je pense que très clairement, si on joue 10 fois ce match, on le perd 8 fois, hein. Ça me fait chier de le dire, mais c'est la réalité des choses. Il faut pas l'oublier non plus. Et je trouve que ça s'est pas joué à grand-chose. Ça s'est vraiment pas joué à grand-chose et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, ils ont essayé. On a vu Conrad même à la fin là, qui a une occasion qui s'en mêle un peu les pinceaux. Et ça aurait pu vraiment basculer en notre faveur, mais je leur en veux pas. Kevin, 48 heures de récupération en moins, argument recevable ou pas?
Oui, c'est un argument qui est valable. On est obligé d'en tenir compte si moi, quand j'exprime juste un petit peu avant justement ma déception dans le comportement de l'équipe sur la deuxième période, de ne pas avoir été plus conquérant, oui, cet argument-là s'entend. Euh, les autres arguments aussi de Boris, des joueurs qui se connaissent en fait réellement que depuis 2 mois, 3 mois, grosso modo, ils s'entendent. Après, je me fais peut-être un petit peu le constat déplaisant qu'on se fait un peu tous, c'est qu'on ne gagne toujours pas contre Paris. Au stade Vélodrome, il y a peut-être ce côté-là qui parle plus que de raison, c'est-à-dire peut-être ce côté que développe Boris avec, il faut le reconnaître, un déplacement à l'extérieur à Rome il y a quelques jours, donc on a moins de récupération. Euh, il faut être honnête, évidemment, un niveau général moyen de l'équipe bien en dessous que celui de l'adversaire du soir, le Paris Saint-Germain. Mais, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait beaucoup plus à faire sur la seconde période. Pardon. Boris dit l'occasion de Conrad. Très bien. Mais est-ce qu'on peut se servir de cette occasion-là comme d'un argument comme quoi l'OM a poussé pour aller chercher la victoire? Moi, je ne suis pas sûr. Moi, sur la deuxième période, je pense que tout doucement, l'OM, dans sa stratégie aussi d'être prudent dès le début du match, avec un bloc équipe, parce que aussi on dit que Sampaoli a gardé ses principes, oui et non, je suis moyennement d'accord avec ça. Je trouve que déjà sur le match de la Lazio, il y avait une ébauche de stratégie de préparer ce match, ce classico, d'être prudent dans le positionnement de l'équipe. D'habitude, on voit un bloc marseillais très 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 haut. Là, c'était prudent. Je peux le comprendre. C'est Paris en face, pas se jeter à corps perdu et risquer de prendre des banderilles avec la vitesse d'Mbappé, le talent de leurs joueurs, Neymar, Messi, on ne les cite plus. Mais je reste vraiment sur ma faim. Je pense sincèrement qu'il y avait mieux à faire. Même si la différence de niveau entre les équipes, elle était présente, je pense qu'il y avait vraiment moyen d'arracher la victoire face à Paris. Est-ce que l'OM est un peu plus mesuré? Peut-être, et encore heureux, j'ai envie de dire, parce qu'avec les individualités qu'il y a en face, on ne peut pas partir non plus à l'abordage. Peut-être qu'ils ont été aussi un peu échaudés à cause de ce but en jeu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en deuxième mi-temps, ils ont joué vraiment dans le camp adverse. Et c'est pas non plus donné à tout le monde de jouer. Enfin, de jouer à 11 contre 10 ne va pas dire qu'automatiquement on va gagner le match et automatiquement on va marcher sur l'équipe. Et pour ce coup-là, je suis pas certain que ça nous ait rendu tant que ça service. Parce que c'est une équipe qui défend très peu, notamment leurs individualités ont du mal dans le repli défensif. Et là, du coup, bah, ils ont joué eux un peu en bloc bas, en nous attendant, et ils ont été un peu plus regroupés et peut-être un peu plus solidaires. Donc, est-ce que cela nous a rendu service ou pas? Bon, malheureusement, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, Marseille s'est vraiment installé dans le camp adverse et n'a laissé très peu d'occasions au PSG en deuxième mi-temps. Bien sûr qu'offensivement, ça aurait pu être mieux. Je pense que ça peut toujours l'être. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas non plus des peintres en face, et loin de là même. Et que ça ne s'est pas joué non plus à grand-chose. Je pense que cette équipe offensivement a besoin d'automatisme. D'ailleurs, on voit que Sampaoli fait moins de turnover et met souvent le même 11, enfin sur ces derniers matchs, mais le même 11 peut-être justement pour créer ces affinités-là. Je pense que les trois derrière, il n'y a rien à dire. Les trois au milieu aussi, on voit que ça, voilà, ça commence à prendre forme. Mais effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Devant, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, est-ce que c'est une question de qualité de joueur ou est-ce que c'est une question d'automatisme? Je pense que déjà, il y a le fait que Milik revient. Donc, il faut aussi quand même se réhabituer à jouer avec un vrai numéro 9. On le sent mieux, on le sent beaucoup mieux. Under, on sent aussi il est un petit peu mieux aussi sur ses derniers matchs où il est un peu plus percutant. Voilà, maintenant, c'est le point un peu noir. Bah oui, c'est Lirola qui effectivement joue ailier et qui ne joue peut-être pas à son poste. Et même en jouant pas à son poste, je pense qu'il peut apporter de par ses centres, de par sa dernière passe. Donc, mais oui, c'est à travailler et ça montre qu'il y a des lacunes offensivement.
Paradoxalement, on a beaucoup parlé avec Sampaoli de son système à 3 derrière. On a beaucoup évoqué, ouais, mais il faudrait peut-être qu'il repasse à un système plus classique, à 4 derrière. Et en fait, on sent quand même que c'est de plus en plus solide défensivement. Avec, moi, j'ai beaucoup aimé l'incorporation la récente de Douye Tchaletatsar à ce poste de libéraux qui, pour moi, lui sied à merveille. Personnellement, c'est mon avis, c'est plus rassurant qu'un Léo Balerdi ou qu'un Alvaro. J'aime beaucoup cette triplette derrière de défenseurs centraux. Et là où je voulais en venir, c'est que paradoxalement, ce qui pêche, entre guillemets, là où on ressent des manques, des certitudes qui tardent à arriver, c'est sur le plan offensif. Après, c'est vrai que là aussi, il y a des circonstances un peu atténuantes. On a démarré sans Milik la saison, Payet faux neuf, Gerson a un poste un peu attaquant, sans trop l'être, un coup en bas, un coup plus haut, un coup sur le côté. On a essayé Luis Enrique à gauche, Conrad, même Lirola sur le dernier match de la Lazio. On sent que c'est vraiment, là où je vous rejoins, offensivement, où hormis Cengiz Ünder, qui s'est tout de suite fondu dans ce système, qui a tout de suite trouvé sa place, évidemment Payet, on sent que ça peine. On sent que là-dessus, Sampaoli cherche la bonne formule, mais qu'il ne l'a pas encore trouvée. Même un Bamba Dieng que je n'ai pas cité tout de suite un petit peu avant, on ne l'avait pas vraiment cité sur le mercato, sur la période estivale, comme un membre à part entière de l'effectif qui allait démarrer la saison, sur qui on allait vraiment compter. Et finalement, est-ce que c'est pas là aussi, en plus des résultats récents et des doutes qu'on peut avoir offensivement, le reflet de peut-être certains ratés, peut-être que le mot est fort, mais des manques qui constituent l'effectif actuel de l'OM. On peut aussi se demander, oui, si le recrutement, il ne manque pas aussi un ailier de qualité, un joueur un peu confirmé, qui sort d'une bonne saison, qui peut, voilà, qui peut aussi faire des différences, apporter, ses stats, dans cet effectif. Et je pense que clairement, voilà, c'est pas voilà, Conrad de la Fuente, c'est certes peut-être un bon joueur en devenir. Il découvre le haut niveau depuis peu. Under, bon, malheureusement, il était un peu à la cave à la Roma, donc il n'est pas non plus dans un grand élan de performance. Ça n'empêche pas que ça doit être un très bon joueur. On a Milik qui revient de blessure, qui a besoin de retrouver du rythme. On sait que Dimitri Payet, au niveau de la régularité, c'est pas trop ça. Donc, il faudra voir, voilà, si peut-être comme l'a dit Kevin, Bamba Dieng qui n'était pas prévu, est-ce qu'il va pouvoir reproduire le genre de performance qu'il a fait comme à Monaco? Est-ce que Amin Harit va être capable de venir concurrencer Payet ou d'apporter des passes D ou des buts? Voilà, c'est un peu le point noir ou un peu le côté à travailler pour Sampaoli et ses hommes. En tout cas, le public du Vélodrome ne s'y est pas trompé. Bon, si on laisse de côté tous les problèmes liés à la sécurité et notamment ces jets de projectiles dont on parlera un peu plus tard, l'immense majorité du stade Vélodrome s'est comportée de manière exemplaire. La ferveur en a impressionné plus d'un, et notamment je pense à tous les médias internationaux qui étaient présents pour ce choc de la Ligue 1. Donc il n'y s'y est pas trompé parce que dès la fin de la rencontre, alors ils ont été présents, ils ont donné de la voix tout au long du match, et dès la fin de la rencontre, ils ont gratifié leurs protégés aux armes emplies de fierté. Et c'est vraiment dans l'allégresse qu'ils ont accompagné les Olympiens au vestiaire, comme pour leur dire nous sommes fiers de vous, nous savons que vous avez donné le maximum, et rien que pour cela, nous vous tirons un grand coup de chapeau. Boris, c'est quand même assez révélateur, hein, une telle réaction de la part du public marseillais. Oui, complètement. C'est palpable à la télé. Franchement, on a senti que le public, les spectateurs étaient pas frustrés du résultat et que leurs joueurs avaient tout donné. Et ça, on sait qu'à Marseille, c'est très très important de ressentir ce sentiment de combativité. Et voilà, je trouve que c'était vraiment, c'est parlant, c'est encourageant pour les prochains matchs. Voilà, en espérant
qu'on ne soit pas sanctionné à l'avenir avec nos tribunes fermées, ça serait vraiment dommage. Je suis d'accord, il y avait une ambiance incroyable, mais que j'ai paradoxalement plus senti avant le match que pendant. J'ai senti pendant le match pas autant d'ambiance comme beaucoup ont pu le décrire, par exemple. Alors, c'est peut-être que moi qui ai une perception différente, mais évidemment qu'il y avait quand même voilà, un stade magnifique, des tifos incroyables, les fumigènes, on n'en parle même pas. Euh, on attendait aussi ce match, ce rendez-vous pour ça, pas seulement pour l'affrontement des deux équipes, mais parce qu'on savait aussi que dans les tribunes, ça allait répondre présent. Et clairement, là-dessus, on a passé un bon moment aussi. Il faut être honnête. Le Classico, c'est aussi pour ça. Le Vélodrome, c'est aussi pour ça. Et vous l'avez bien dit, les médias étrangers l'ont eux-mêmes salué. C'est qu'il doit y avoir une grosse part de vérité quand même. Mercredi, c'est la date qui a été choisie pour reprogrammer ce fameux Nice-OM qui avait été arrêté à la 75e minute, on s'en souvient, cet été. Un match qui va se jouer sur terrain neutre à 3. Un match ô combien important, puisqu'aujourd'hui, de l'eau a un peu coulé sous les ponts et on peut considérer à cette heure l'OGC Nice comme un véritable concurrent direct dans cette course au podium. Et ce n'est pas la dernière prestation des Aiglons face à l'Olympique Lyonnais qui me contredira. Donc ce rendez-vous est finalement en milieu de semaine est tout aussi important que le match du week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est déjà une petite finale qui se présente à l'Olympique de Marseille ce mercredi? Alors je dirais pas que c'est une petite finale, puisque bon, le championnat est encore long. Par contre, que c'est un match très important, oui, bien entendu, car Nice est un concurrent au podium. Kevin, ce match à Nice ne serait-il pas finalement la conclusion de ce triptyque et celui qui va véritablement définir les performances qui ont été enregistrées aussi bien à Rome que face au PSG? À savoir qu'un bon résultat à Nice, et pourquoi pas une victoire, validerait ce mini-cycle vertueux, même si sur un plan comptable, ça n'a pas été extraordinaire. Un point avec les victoires à 3 points, ce n'est jamais qu'un tiers de la récolte potentielle. Mais en cas de victoire à Nice, est-ce que finalement, ça ne ferait pas basculer les grincheux du bon côté? Pour répondre à ta question et rebondir en même temps sur un élément de la réponse de Boris juste avant, pour moi, ce match à Nice, c'est réellement une petite finale dans ce championnat. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on arrive quand même tout doucement au premier tiers du championnat. Je pense que c'est un moment qui est charnière pour frapper un coup et aussi pour remettre les pendules à l'heure par rapport à ce premier match, si je peux l'appeler comme ça, avec les incidents. On ne va pas revenir dessus, tout ce qui a accompagné cet événement-là, Nice-Marseille, à l'époque. Je pense réellement qu'en cas de contre-performance, ça peut, entre guillemets, couper les pattes. Alors, attention, je ne dis pas que tout sera à jeter pour autant. Il y a quand même de très bonnes choses depuis le début de la saison. Mais comme tu citais ce triptyque qu'on attendait aussi, mine de rien, pour tester un peu les forces en présence, mais aussi voir s'il n'y a pas plus de faiblesse que ça dans l'effectif marseillais du moment. Lazio, Paris, Nice, si on ressort de là avec 1 point, 2 points sur les 2 matchs de championnat Paris et Nice, avec l'entre-deux Lazio qu'on connaît, attention. Je pense que des questions peuvent commencer à pleuvoir dans les têtes et on peut commencer à s'interroger parce qu'il y a quand même eu déjà des défaites contre des concurrents, entre guillemets, Lille, Lens. Le premier match à Nice, bon, circonstance encore une fois qu'on connaît, mais on perdait. Jusqu'à preuve du contraire, on était mené au score. Ce match à Nice, pour moi, oui, c'est une petite finale. Voilà, on arrive au premier tiers du championnat, c'est une petite finale et j'espère et j'attends un OM qui montre plus, voilà, et qui montre qu'il est au-dessus, tout simplement, pour moi, de l'effectif niçois. D'ailleurs, si on gagne, on est deuxième ex-aequo au classement. Donc oui, bien entendu que ce match-là peut te faire basculer dans une phase positive. Donc il faut gagner. C'est très important de gagner.
Maintenant, voilà, sur l'appellation petite finale, ça voudrait dire que si on perd, on est largué et qu'on ne pourra pas revenir. Non, le championnat est encore long, il peut encore se passer des tonnes de choses, mais ça n'enlève pas l'importance de ce match qu'il faut absolument gagner pour faire valoir ses performances contre la Lazio et contre le PSG et aborder sereinement le déplacement à Clermont. On est tous d'accord là-dessus. Nice-OM, OM-PSG, 2 matchs qui ont été marqués par des incidents à des degrés divers, évidemment. On va parler un peu sécurité dans les stades avec Pilou, ancien CRS marseillais, qui a officié pendant plusieurs années. Mais avant cela, on va écouter le témoignage de Younes, supporter de l'OM, qui a assisté au Classico dimanche dans la tribune Gannet du stade Vélodrome, en nous excusant par avance pour la piètre qualité du son. Depuis les années 90, je suis plus allé au Classico OM-PSG. Et il y a que là, cette année, que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ce match OM-PSG. Et au moment d'arriver au siège, bon, ben, tout était clair, tout était normal. Et au coup d'envoi, sur les montées des escaliers, c'était noir de monde. Donc je me disais, mais à un moment donné, je me disais, mais les gens, ils sont en train de chercher leur place numérotée. Mais en fait, c'était noir de monde de beaucoup de jeunes qui sont venus envahir les escaliers. Et en haut de la plateforme, pareil, noir de monde. Mais moi, je n'avais pas compris qu'apparemment, il y avait eu un envahissement de groupes de jeunes qui sont rentrés sans billetterie. Et d'ailleurs, à côté de moi, j'avais une personne que je lui ai posé la question parce qu'il est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a demandé est-ce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. J'ai dit non, pour l'instant, il n'y a personne. Et d'un coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit mais pourquoi tu n'as pas de place? Il me dit non, non, mais je suis rentré comme ça. Ah bon, d'accord, super, quoi. Au tout début, le stagiaire, il venait, il disait il ne faut pas rester sur la marche des escaliers. Mais après, il a été débordé par les événements. Et le stagiaire, tu l'as plus vu, hein. On était souvent gênés. Tu sais, les gens ils passaient devant nous, on était obligés de se serrer parce qu'ils essayaient de trouver des places un peu plus loin. Et après, ça revenait, ça faisait des allers-retours. C'était infernal, quoi. Tu peux rien dire, quoi. Tu es obligé de serrer tes jambes et de laisser passer une troupe de jeunes qui cherchent à trouver des places libres. Et puis après, ça revenait. Et puis enfin, c'était le bordel, quoi. C'était le foutoir. Je prends un exemple. De maman, il y avait un père de famille avec son petit. Même le petit pêcheur, il était devant moi, il voyait plus rien. Donc, il a été obligé de se mettre sur la marge des escaliers pour essayer de se faufiler entre les gens pour regarder le match. J'ai dit, mais si d'un coup il y a un débordement, ben oui, t'as pas le temps d'évacuer les supporters. J'ai jamais vu pour un match classico ou une Coupe d'Europe d'un quart de finale ou demi-finale, de voir les montées des escaliers pleins à craquer. Alors Philippe, dis Pilou. Pilou, tu as travaillé tu as travaillé la sécurité autour du stade quand tu étais CRS. C'était au siècle dernier. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ça se passait à l'époque autour de grands événements et de grandes rencontres? Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les caractéristiques à l'époque de la sécurité autour d'un match de l'OM? Effectivement, j'ai bossé durant 12 ans dans le maintien de l'ordre en CRS sur Marseille, justement. Et j'ai fait de nombreux matchs, que ce soit à Paris, Marseille, Saint-Étienne, enfin tous les grands stades de France, j'y ai eu droit. Donc, comment ça se passait à l'époque? Eh ben, un peu pratiquement de la même façon qu'aujourd'hui. Une grosse réunion préfectorale en préfecture se déroulait à chaque fois avant de tels événements, tels gros matchs. Et ces réunions portent et précisent exactement le nombre d'effectifs, leur disposition et comment ça va comment ça va être mis autour du stade et dans la ville. Voilà, donc ça pour, euh, pour ce qui est de la sécurité, rien n'est vraiment changé, mis à part qu'à l'époque, les CRS étaient employés à l'intérieur des stades et maintenant se rentrent que sur ordre et que sur gros problèmes. Sinon, ils font la sécurité et le maintien de l'ordre autour du stade et dans la ville. Et est-ce qu'il t'est arrivé au cours de ta carrière de voir justement ce type de débordement, d'envahissement, non pas de pelouse, on n'en est pas encore là, mais d'envahissement du stade, à savoir
des individus qui, par grappe de 10, 20, par meute, arrivent à passer outre les points de contrôle et du coup à s'introduire dans le stade sans billet. Ben, je te dirais que bien pire, on a connu bien pire. J'ai pour souvenir un OM Zagreb, alors je ne saurais plus te donner la date exacte, je ne me souviens plus, mais ça a été un carnage pendant la mi-temps. Les gens quelques supporters sont venus en découdre et avaient cassé tout ce qui était le sanitaire du stade à l'époque, qui était en porcelaine, et s'envoyaient des morceaux de porcelaine, de lavabo ou autre, et se battaient devant l'esplanade à l'époque. Il faut se rappeler que les derniers matchs, il y a quelques années, je dirais 5-8 ans, les derniers matchs qui se faisaient au Parc des Princes, où les supporters marseillais pouvaient monter, il y avait 1500 fonctionnaires de police dépêchés sur place. 1500. Et malgré tout, il y avait quand même toujours des petits heurts, des petits débordements. Là, il faut savoir que pour ce match-là dont on parle, il y avait 814 stadiers. Donc, ce qui remplace les CRS de l'époque à la fouille. 874 stadiers, pas uniquement à la fouille, parce qu'il y en a qui sont placés déjà dans le stade, donc ça diminue le nombre. Donc, tu calcules vite fait, même si on laissait ce chiffre de 874 stadiers, tu fais 874 par le nombre de supporters dans le stade, 65 100 et quelques, ça te rapporte à 150 personnes qui doivent être fouillées par un stadier à chaque fois. C'est mission impossible. Mission impossible. Quelle est selon toi la solution pour parer à ces éventuels envahissements? Alors, je ne parle pas encore une fois d'envahissement de stade, parce que là, ce n'est pas vraiment un envahissement de terrain dont on a vraiment souffert. C'est un cas isolé qui a vite été maîtrisé. Ce n'est pas du tout comparable à ce qui s'est passé à Nice. Mais disons qu'on a eu plusieurs témoignages. Des dizaines, voire des centaines de personnes ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du stade Vélodrome. Imaginez les risques encourus et le danger que ça peut engendrer. Quelle serait, selon toi, la solution? Est-ce que c'est dans le nombre de personnes, dans le volume, ou est-ce que stratégiquement, d'après toi, il y aurait des choses à améliorer, notamment en termes de coordination entre la préfecture et l'institution de l'Olympique de Marseille? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Il y a autre chose dans notre problématique qu'on n'évoque pas là, c'est que ce qui se passe au stade Vélodrome, c'est juste la répercussion de ce qui se passe dans toutes nos cités de France. Et les problématiques que nous avons à l'heure actuelle, on le voit tous les jours, jour après jour, des problématiques qui peuvent arriver dans les petites villes, même maintenant, pas que les grandes. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la police elle a une énorme difficulté à se faire respecter. Elle n'a pas trop les moyens, ni en nombre, ni juridiques, ni avec l'appui de la population de temps en temps qui est défavorable. Donc aujourd'hui, la solution pour le stade Vélodrome ou pour n'importe quelle autre rencontre, elle serait déjà que les gens s'éduquent un petit peu plus, je pense, parce que tant qu'on fera face à des barjots, à des tarés, comme il peut y en avoir dans tous les stades de France, mais il y aura toujours une poignée qui va passer à travers, parce que tu peux mettre 12 000 fonctionnaires de police et gendarmes autour d'un stade. À un moment donné, tu peux pas faire une prison d'un stade de foot non plus, quoi. Donc, la problématique, elle est que je pense qu'elle vient des gens eux-mêmes. Regarde, aujourd'hui, ce sont des supporters marseillais qui étaient au stade. Ce sont que des Marseillais, puisque les Parisiens étaient interdits de venue et ont été catalysés. Certains ont essayé de venir en train, je le sais, parce qu'on me l'a rapporté, mais ils ont été arrêtés avant. Enfin, je veux dire, ils ont filtré au maximum. Là, ce sont que des Marseillais qui allaient au stade, et malgré tout, il y a des Marseillais qui ont essayé de rentrer dans le stade gratuitement, qui ont forcé les barrages. Tu as des Marseillais qui ont jeté des projectiles sur la pelouse, et tu as un taré qui est carrément rentré sur la pelouse. La grosse problématique, elle ne vient pas de la quantité de forces de l'ordre que tu vas mettre. Je crois le gros problème vient de
de l'éducation des gens qui viennent au stade, elle vient des problématiques qu'on peut rencontrer dans nos villes aujourd'hui. On retrouve les mêmes au stade et c'est difficile. Tu ne peux pas faire d'un stade de foot une prison, Alcatraz, c'est pas possible. Donc voilà, la problématique est là, je pense. Le préfet décide de pondre des arrêtés parce qu'il en a pondu, il a fait beaucoup de communiqués, il a fait plusieurs arrêtés. On peut voir qu'il y en a eu en tout 3 différents. Si je relis leur communiqué de presse, il y a 3 arrêtés différents. La problématique, c'est que sur ces arrêtés-là, tu es obligé d'engager des fonctionnaires. On n'a pas pléthore de fonctionnaires sur Marseille, comme à Paris, en quantité. Alors, on aurait pu faire déplacer d'autres compagnies, ok, il n'y a pas de souci. Bon, tout ça, ça a un coût, hein. Faut pas se voiler la face. Une compagnie de CRS déplacée, ça a un coût. Bon, après, ce serait long de détailler, etc. Mais alors, est-ce que ce serait été bien de les déplacer ailleurs, 874 stadiers, quand tu vas en étaler quelques-uns dans le stade, obligatoirement dans les tribunes déjà. Après, tu calcules qu'il va falloir fouiller 20% peut-être de femmes qui vont venir au stade. Donc, il faut des femmes pour fouiller les femmes. Enfin, c'est même pas des fouilles, hein. Attention, je me fausse pas, c'est pas des fouilles, ce sont des palpations, hein. Donc, c'est des palpations et les gens, on les invite à ouvrir leur sac et à se faire palper par mesure de sécurité pour eux et pour la personne qui fouille. Donc, ce que je veux dire par là, 874, ça fait un gros chiffre comme ça, mais pour 65 000 personnes, c'est que dalle. Ça ne fait pas assez. Pour moi, il n'y a pas assez de monde, que ce soit des fonctionnaires de police ou des stadiers. Pour moi, il n'y a pas assez de monde. Bien sûr qu'on a la possibilité aujourd'hui, comme tu disais, il y a plus de 300 caméras dans le stade Vélodrome, il y a largement la possibilité d'identifier tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient. Une vraie volonté politique qui enclenche derrière un travail juridique, judiciaire qui serait à hauteur, avec bien sûr les caméras en visionnant et en allant interpeller chaque individu. Mais au-delà de ça, il faudrait que ces individus soient punis à hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes à l'arrêté la détention d'engins pyrotechniques aux abords du stade, etc., bon, c'était dans l'arrêté, c'est juste une amende de 135 €. Moi, je dis qu'au-delà de l'amende, le gars qui jette des briquets, qui jette des boules de pétanque, qui jette ce qu'il veut, bouteille ou autre, ces gens-là, déjà, tu les interdis de stade, par exemple, pour 2-3 ans. Tu les mets out, direct. Comme ça, au moins, ces gens-là, ça va leur servir de leçon, ils vont réfléchir 2 secondes. On a beau diffuser des messages sur les réseaux sociaux en disant s'il vous plaît, faites attention, on a un point de sursis, enfin, on a une épée de Damoclès, on a un sursis pour les virages, etc. On sait très bien qu'il y aura toujours une poignée d'abrutis qui sont 50 ou 100, mais qui sont capables de gâcher la fête de 65 000 personnes, et même au-delà, puisque ça pourrait s'étendre sur les matchs, sur les prochains matchs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut arrêter, est-ce que d'après toi, il faut arrêter de discuter? Et est-ce qu'il faut passer à une sorte de fermeté, de toute répression autour d'un stade, autour d'un événement tel que l'OM en produit tous les 15 jours, au moins 2 fois par mois minimum? Est-ce que pour toi, c'est la seule solution? Moi, je m'interroge sur une chose. C'est que, rappelle-toi, il y a quelques années, j'ai dit dans mon préambule, à l'époque, oui, les CRS fouillaient et rentraient dans les stades. Ils travaillaient dans le stade, quoi. Lors de tout le long de match, ils étaient au bord de la pelouse, etc. Alors, je ne sais pas si c'était mieux ou si c'était moins, ou si c'était aussi grave qu'aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention. Mais ce qui s'est passé, c'est que pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce qu'il y avait eu un gros débordement dans une tribune du Parc des Princes et que des fonctionnaires CRS étaient rentrés, avaient dû intervenir dans la tribune même. Ça avait fait une grosse bagarre, grosse rixe. Et les CRS ont eu ordre, après avoir interpellé quelques individus et avoir distribué quelques coups, il faut dire ce qui est, avaient eu ordre de faire repli.
Tu sais comme moi que les grilles du Parc des Princes sont électriques, se ferment automatiquement du PC. Donc, hors de repli, pratiquement toute la compagnie de CRS a fait retour, est sortie de la tribune, et puis d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait encore un officier plus son chauffeur qui était en train de se faire massacrer dans la tribune. Donc, réouverture là le plus rapidement possible, mais ça a pris trop de temps. Il y a eu un carnage. Ce jour-là, ça a été un carnage dans les tribunes. Je peux en témoigner parce que je faisais partie de cette compagnie-là. Donc, voilà, ça a été un carnage. De nombreux VCAB sont partis à l'hôpital aux urgences. Le fonctionnaire de police, lieutenant, est paralysé à vie et sur un fauteuil roulant depuis. Et de ce jour-là, c'était un PSG camp. Et depuis ce jour-là, c'est fini. Les forces de l'ordre ne rentrent plus dans les stades, sauf sur, comme j'ai dit, s'il se passe quelque chose de grave et que le préfet donne l'ordre, après avoir été sollicité par la Ligue, de rentrer et d'aller faire le ménage. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux avant? Est-ce que c'était... Je crois que il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de situation favorable en mettant soit des privés, soit du public. C'est pas le problème, je pense. Le problème, c'est qu'on a une société qui a évolué, on a des jeunes qui sont différents, on a une population qui rentre au stade, qui pose pour certains des problèmes, que les choses soient claires. Maintenant, moi je dis oui, il faut être ferme, mais intransigeant sur des gens qui viennent mettre en péril notre club de foot qu'on aime tant, des gens qui n'ont aucun scrupule à foutre la merde et qui n'ont aucune jugeote, aucune éducation. Ces gens-là, oui, il faut les punir, et les punir sévèrement, il faut les mettre out, il faut les mettre dehors. Voilà. Après, attention, on va s'attirer des heurts parce que l'OM, c'est un club où c'est qu'il y a de la ferveur, où c'est qu'on aime mettre le feu, comme on dit. On regarde les stades anglais, oui, ils chantent bien, c'est super, mais à côté de ça, il n'y a pas l'ambiance que tu peux trouver dans les clubs turcs, dans les clubs que tu connais bien d'Amérique du Sud. Tu ne peux pas retrouver la ferveur qu'il y a à l'Olympique de Marseille. Si tu aseptises ce club de foot, à mon avis, ça va déranger de nombreuses personnes. Donc, je crois qu'il faut modérer. Il ne faut pas aller à l'excès en mettant des pantins qui chantent, non, sur des fauteuils, je ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'il faille en arriver là. Il faut juste épurer, nettoyer ceux qui foutent la merde. Voilà, ceux qui foutent la merde, il y a des caméras, on les identifie, on les interpelle, on les met en garde à vue, ils sont jugés, mais ils sont jugés sévèrement, ils sont interdits de stade derrière. Tu fais ça chaque rencontre où c'est qu'il y a des brebis galeuses qui s'immiscent, je peux te dire que tu vas retrouver un calme, une sérénité et une joie et une fête normale. Moi, je pense que le job, il est là. En attendant, sur les 21 personnes interpellées dimanche, pour la plupart en dehors du stade, 14 ont plaidé coupables. L'une d'entre elles, multirécidiviste, ayant même écopé de 6 mois ferme. Pour compléter le débat, enfin, sachez que nous nous sommes rapprochés des dirigeants de l'Olympique de Marseille qui nous ont expliqué que 1000 à 2000 personnes étaient entrées sans billet lors du match de dimanche. Même si la Ligue a bien noté que l'OM, je cite, a fait le maximum et que le club est sur le bon chemin, on est conscient des points à améliorer chez les dirigeants olympiens. Par exemple, la taille des filets mobiles. Ça limite et ça dissuade un peu, nous a-t-on expliqué. Mais ça ne résout pas tout. On imagine les doubler à l'avenir, alors que la Ligue, elle, n'en voulait pas plus de 1 par corner. Les filets fixes en virage nord, pas suffisamment hauts, devraient également être agrandis. On prévoit aussi une vérification d'identité lors des prochains gros matchs. À noter enfin que du côté des dirigeants marseillais, nos interlocuteurs ont bien insisté là-dessus, on dissocie la question des fumigènes de celle des fauteurs de troubles qui jettent des projectiles sur la pelouse.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette question de la sécurité, dont on n'a pas fini de parler assurément, et ce, dès le mercredi 3 novembre, lors du passage en commission de discipline de la LFP, qui va statuer sur les incidents de dimanche dernier. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast de SportMed TV.